Donc, en fait, j'ai un peu changé le titre de ma présentation. Donc, c'est toujours penser au pluriel. Et je me suis j'ai fait le choix d'un exemple, en fait, à partir duquel je veux aller illustrer, en fait, ma pensée. Ou ma réflexion plutôt. Donc la différenciation des mobilités postcoloniales et ses effets à Marseille. Donc on a beaucoup entendu des questions autour de l'histoire coloniale et postcoloniale, et moi je vais en parler un petit peu dans ces 20 minutes. Dans son livre Channeling Mobilities, Migration and Globalization in the Suez Canal Region and Beyond 1869 until 1914, publié en 2013, Valeska Huba utilise le concept des mobilités multiples, multiple mobilities, pour analyser la superposition ainsi que l'interdépendance de différentes formes de mobilité à l'époque coloniale, et ceci dans un espace bien défini et à un moment précis, au canal de Suez à la fin du XIXe siècle. Son questionnement ne s'arrête pourtant pas là. L'analyse des interdépendances des mobilités au canal de Suez à la fin du XIXe siècle lui permet également de mettre à l'épreuve l'hypothèse d'une mondialisation au XIXe siècle. Ni le lieu ni la période étudiée n'ont été choisis par hasard. La sélection du lieu d'étude a été guidée par la supposition qu'il existe des lieux géographiques dans lesquels différentes mobilités se croisent et deviennent visibles, et que le canal de Suez, ouvert en 1869, en fait partie. Le choix de la période s'explique par le schéma explicatif proposé pour cette fin de siècle par les représentants de l'histoire mondiale, Globalgeschichte en allemand, une période historique marquée et par l'accélération des mouvements et par la mondialisation. Valeska Huba fait partie des premiers historiographes en Europe à recourir au concept des mobilités multiples pour l'analyse du passé. En effet, bien que ce concept mis en avant par les Mobility Studies et transportant l'idée d'une pluralité de mouvements et dans le temps et dans l'espace ait rencontré un succès indéniable en sciences sociales, l'historiographie se montre encore et toujours frileuse vis-à-vis de ce concept. Certes, des études historiques se focalisant sur différentes formes de mobilité dans leur interdépendance, telles que des études reliant tourisme et immigration existent bel et bien, mais à ce jour, l'utilisation du concept des mobilités multiples pour étudier le passé reste une exception dans l'historiographie. Ce n'est pas ici l'endroit pour réfléchir aux raisons pouvant expliquer cette frilosité des historiographes. Notons néanmoins que le terme mobilité ne fait pas l'unanimité parmi les historiennes et historiens, tout comme les diverses méthodes et approches proposées en sciences sociales pour analyser les mouvements au temps présent depuis quelques années. Notons également que l'historiographie possède ses propres concepts pour différencier les mouvements dans l'espace. Pourtant, Channeling Mobilities, publié il y a 4 ans, révèle bel et bien l'intérêt, voire le potentiel heuristique du concept des mobilités multiples pour l'analyse du passé. Non seulement Huba y brosse un tableau plus complexe des personnes en mouvement à la fin du XIXe siècle que celui qui existe. Elle nuance aussi l'hypothèse d'une mondialisation accélérée en montrant que les puissances coloniales différenciaient entre des mobilités souhaitées, rapides et faciles, d'une part, et celles à contrôler, voire même à empêcher, et donc non voulues, d'autre part. Le concept des mobilités multiples est aussi au cœur de ma présentation d'aujourd'hui, dans laquelle je voudrais réfléchir aux effets des mesures prises par le gouvernement français pour différencier les mouvements des nouveaux citoyens algériens entre l'Algérie et la France à Marseille, principal port d'arrivée et de départ entre la France et les côtes de l'Afrique du Nord jusque dans les années 1970. Plus concrètement, je voudrais analyser comment Marseille devient, dans le cadre de ces mesures, outre un lieu de passage, un lieu de filtrage et d'attente pour la France postcoloniale, avant de devenir un lieu de contestation en 1975.
L'image que je vous présente aujourd'hui a plutôt le caractère d'une esquisse que d'un tableau fini, d'autant plus que n'y sont pas pris en compte les effets des traitements d'autres mobilités, tels que celui des pieds noirs, entre guillemets, arrivés en grand nombre au lendemain de l'indépendance de l'Algérie. Mais il montre, du moins je l'espère, des pistes d'exploration à partir du concept des mobilités multiples. Ma présentation s'inscrit dans un projet de recherche plus large, dans lequel je compare les mobilités au pluriel, à Stuttgart et à Lyon, en me concentrant sur les Italiens, les Turcs et Français musulmans et donc qui ensuite deviennent des Algériens. Initialement, j'avais prévu de retracer l'histoire après l'arrivée des personnes dans l'une ou l'autre ville, c'est-à-dire leur installation et les effets donc, de cette installation. Cependant, plus mes recherches avançaient, plus je me rendais compte que cette perspective brouillait mon regard sur le passé, à savoir la pré- ainsi que la post-histoire de cette arrivée et installation. Ainsi, j'ai modifié ma problématique en me concentrant sur ce que j'appelle une analyse des mouvements et la préhistoire de l'histoire que j'avais initialement prévue, à savoir une histoire sur les mobilités précédentes et ou suivant l'arrivée dans l'une ou l'autre ville. Je parle de kommen et gehen. En procédant ainsi, non seulement une multitude de lieux supplémentaires apparaissent sous mes yeux, parfois de façon répétitive, tels que Milan, Istanbul, Marseille, Munich. Ces lieux s'avèrent de surcroît comme des points de cristallisation cruciaux pour la compréhension des mouvements dans l'espace. Les prendre en considération permet donc d'écrire une autre histoire que celle suivant juste leur arrivée. Et donc, pour dire où j'en suis dans mon travail, le texte est écrit et ce projet touche à sa fin. Donc, j'arrive à mon premier point pour Marseille, d'un lieu de passage à un lieu de contrôle et d'attente dans la France postcoloniale. Malgré l'indépendance de l'Algérie en 1962, les nouveaux citoyens algériens, anciens citoyens français, continuent à bénéficier du droit de la libre circulation entre les deux rives de la Méditerranée. En effet, dans les accords d'Évian, les gouvernements français et algériens conviennent que les citoyens algériens peuvent continuer de circuler librement entre la France et l'Algérie comme avant la guerre. Il suffit de présenter une carte d'identité pour pouvoir traverser la Méditerranée dans un sens ou dans l'autre, le moyen de transport le plus souvent utilisé étant encore le bateau, même si la voie aérienne existe déjà. Dans le cadre d'un regroupement familial, les conditions restent les mêmes qu'avant l'indépendance. Il faut fournir un certificat de logement délivré par les autorités en France. Toutefois, le droit de la libre circulation pour les Algériens est rapidement mis en cause par les autorités en France lorsque les pieds noirs arrivent massivement à Marseille dans le courant de l'été 1962 et le nombre d'arrivants algériens y augmente aussi de façon considérable. À Marseille, les conseillers techniques aux affaires musulmanes se disent inquiets de, je cite, l'accélération anarchique du mouvement migratoire des musulmans algériens dans le sens Algérie-France et demandent, citation, de s'en préoccuper si l'on veut éviter qu'une masse de chômeurs, de malades, de sans-logis et d'asociaux ne se constitue sur le territoire métropolitain dès le prochain hiver. Fin de la citation. Pour le directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre du Rhône, je cite, la migration algérienne risque d'évoluer vers un aspect anarchique avec ses conséquences sous-prolétariat, un employé bidonville. Fin de la citation. Pour éviter cette évolution, il lui paraît souhaitable, je cite de nouveau, d'envisager dans la mesure du possible, compte tenu de la conjoncture politique actuelle et des enseignements du passé, une normalisation de celle-ci en rapport avec les possibilités et les besoins de notre région économique ainsi que ses moyens d'accueil. Fin de la citation. En 1963, les réclamations de modifier les conditions de circulation pour les Algériens dans le sens Algérie-France aboutissent à une mesure prise de façon unilatérale par le gouvernement français. La mise en place
d'un examen médical de tout homme algérien voyageant en 4e classe dans un des paquebots accostant dans le port de Marseille et ne pouvant pas prouver, soit par une fiche de salaire, soit par une carte de sécurité sociale, qu'ils ne viennent pas en France pour la première fois, mais y sont déjà installés. C'est le commissariat spécial du port de Marseille, situé dans l'enceinte sécurisée de la zone portuaire et dirigé par Albert Payan, un ancien chef de cabinet de la préfecture et membre des renseignements généraux, à qui est confiée l'organisation. L'examen même étant effectué par des médecins de l'Office national de l'immigration, au début par Michel Debert, le médecin qui avait assuré les examens médicaux à Milan jusque-là et prendra en charge les mêmes fonctions à